la possibilité de communiquer et de partager sur ces itinéraires techniques, sur ces manières de faire autres à une échelle européenne et permettre aux agriculteurs de voyager pour apprendre et aux agriculteurs d'être rémunérés pour transmettre, me paraissait le minimum syndical à mettre en place. Parce qu'en fait, on veut rendre visibles les initiatives de l'agroécologie qui montrent que, bien entendu, que l'agriculture bio en agroécologie est la seule voie possible, viable et enviable, mais surtout, ça marche et c'est scientifiquement prouvé. Donc en fait, on veut faire une preuve irréfutable. Les woofers voyagent normalement à leurs frais. Les agriculteurs qui les accueillent, c'est également gratuit. Donc les deux seront désormais, nous l'espérons, rémunérés pour leur curiosité et pour leur générosité, si tu veux. Dans le temps, c'est très diversifié, avec une recherche d'autonomie complète, avec une multitude d'ateliers. Et on a prouvé que sur notre modeste ferme, qu'on pouvait diversifier énormément les activités sans s'y perdre. Et donc, on a décidé qu'il y aurait au moins 2 ateliers de production sur les fermes adhérentes. Il est totalement normal et il est grand temps que les pionniers du bio comme ça soient considérés comme des experts, payés au prix d'experts pour enseigner et transmettre. L'agroécologie se développe partout dans le monde, quel que soit le contexte économique, naturel, climatique, social, culturel. Là où le paysan œuvre depuis des millénaires, l'agroécologie paysanne et biologique est possible. C'est ce dont les cofondatrices et cofondateurs d'EU Farms, quasiment toutes et tous agriculteurs et agricultrices, sont profondément convaincus. Émilie est spirulinière dans le Gard. Valentine, gérante d'un domaine agricole de 1000 hectares en région parisienne, Michel gère la ferme bio du Thé en Haute-Saône, et Perrine, cofondatrice du Bec et Loin, actuellement à la recherche de terres pour développer un nouveau projet dont elle vous parlera. Je n'ai pas pu interroger la dernière personne du groupe Cœur, Aurélie Tacquart, ingénieure et chargée de mission en agroécologie. EU Farms est un réseau européen de fermes agroécologiques et bio qui souhaitent apprendre entre elles, produire des données scientifiques montrant que, oui, l'agroécologie est viable et peut nourrir les gens, et également accueillir sur leur ferme des porteurs de projets qui souhaitent apprendre à leur côté par l'expérience. Quand Émilie m'a proposé d'être pour la première fois rémunérée pour mettre en lumière ce projet qui me parle énormément et vous comprendrez pourquoi, j'ai évidemment dit oui. Je précise que nous sommes dehors et on entend un peu le vent et l'eau des fontaines du domaine de Courance où nous enregistrons. Et je vous souhaite une belle écoute. Bienvenue dans le podcast Agroécologie voyageuse. On est au domaine de Courance. Et d'ailleurs, Valentine, tu fais partie, tu es gardienne du domaine de Courance, et en particulier sur la partie agricole. Et tu as contribué à cofonder le projet EU Farms dont on va parler maintenant. Et on vient de vivre une journée intense pour imaginer des nouveaux récits de l'agroécologie. Donc voilà, c'est l'état dans lequel on est tous les 4 ce soir, avec des gens plus ou moins fatigués. Mais en tout cas, on va parler d'un projet super. Le groupe cœur de ce projet, donc c'est Perrine Bulgheroni, Valentine Deganet, donc qui est là avec nous, Michel Devillers, je le prononce bien, Émilie Rousselou et Aurélie Tacquart qui n'est pas là. Et donc on va essayer de présenter un peu ce projet auquel je vais participer en faisant des podcasts dans les fermes en Europe pour les mettre en lumière. Je terminerai cette petite présentation en te citant Émilie ce matin. Tu disais, il faut faire absolument confiance à tous les pionniers de l'agriculture bio en agroécologie en Europe. On a besoin de mettre au grand jour ces minorités à l'échelle européenne, car la PAC, c'est à l'échelle européenne.
Est-ce que vous pouvez vous présenter, chacun d'entre vous, en quelques mots? Qui vous êtes? Qu'est-ce qui vous anime profondément au quotidien? Et d'où a germé la graine de EU Farms? Vous êtes tous les trois paysannes et paysans, quelque part, ou agriculteurs, agricultrices. Donc ça, c'est vraiment clé, je pense, dans le groupe Cœur. Donc toi, Michel, la ferme bio du thé. De thé, pardon. T-H-E-Y. Et qu'est-ce qui t'a amené à contribuer à la création de EU Farms? Eh ben, la particularité de mon parcours, c'est que après quelques années de conseiller agricole à la Chambre d'agriculture, une installation hors cadre familial et une pratique d'une agriculture hyper intensive, quelques années, je me suis aperçu très rapidement qu'on allait droit dans le mur. Et j'ai entamé donc une longue reconversion en agriculture biologique dès 1990, qui a duré 6 ans, pour être agréé en bio en 96, 6 ans après. Et depuis, donc, ça a été un long cheminement pour dépasser le simple stade d'un respect du cahier des charges, mais aller plus loin vers une agriculture plus écologique, donc qui est très bien définie dans l'agroécologie biologique d'aujourd'hui, quoi. Pourquoi EU Farm? C'était un concours de circonstances où on m'a interpellé un jour, on m'a trouvé sur Internet, car donc on avait bénéficié, on a été un peu mis en valeur une époque, dans les années 2008 à 2012, par des prix nationaux qu'on a remportés, donc le Trophée national de l'agriculture durable, suivi de la prix de la dynamique agricole, et le Trophée du tourisme responsable. Ensuite, j'ai pu me rendre sur le domaine du possible et j'ai trouvé l'équipe qui avait initié ces rencontres tellement dynamiques, positives et qui allaient dans mon sens, alors que dans notre région, j'ai été marginalisé pendant des années et des années, je dirais oui, quelques décennies même. J'ai vu qu'il y avait des personnes qui pensaient comme moi à l'échelle nationale. Et j'ai eu envie de rejoindre ce groupe, cette orientation de promouvoir ce type d'agriculture à une échelle beaucoup plus grande, déjà nationale, voire européenne. Un peu sortir de mon trou, quoi. Okay. Voilà. Est-ce que Émilie, Valentine, vous voulez compléter un petit peu, vous présenter déjà et puis compléter pourquoi vous avez nourri cette graine de EU Farms, qui veut dire European Farms, du coup, je le précise quand même. Écoute, je me suis retrouvée il y a 11 ans maintenant à porter ce projet de conversion du domaine familial agricole, donc de Courrens, entre Courrens et Fleury, à cheval sur 2 départements. C'est une aventure qui a pris un certain temps et au bout de, mettons, 10 ans, je me suis rendu compte que je ne faisais pas ça seulement pour ma famille. Il s'agit de faire ça pour que cette expérience puisse être partagée, puisse en inspirer d'autres. Et donc, après avoir, en 2000, je ne sais même plus quand, 22 je crois, créé avec d'autres amis, d'autres complices, Saltus Campus, premier petit lycée agroécologique en France, sans du tout nous reposer, mais sans même avoir consolidé cet échafaudage-là, la possibilité de communiquer et de partager sur ces itinéraires techniques, sur ces manières de faire autres à une échelle européenne et permettre aux agriculteurs de voyager pour apprendre et aux agriculteurs d'être rémunérés pour transmettre, me paraissait le minimum syndical à mettre en place. Et en effet, le programme Erasmus, puisque c'est notre première finalité, c'est vraiment une des choses en Europe qui marche vraiment, que ce programme Erasmus s'illustre dans l'agriculture qui a tellement besoin d'être réinventée. Je trouvais qu'il y avait un timing historique à saisir, mais voilà, qu'on dépasse simplement un lieu, mais par respect du vivant, puisque c'est bien ça dont on parle dans l'agroécologie,
il s'agit à la fois d'aimer un lieu, mais de pouvoir en apprécier d'autres et de s'inviter les uns les autres pour savoir comment honorer ces lieux. Est-ce que tu peux juste nous dire 2 mots sur le domaine de Courance, sur la partie agricole? C'est la plus grande propriété privée en Île-de-France d'un seul tenant. Donc, mais c'est ça qui rend le projet bio cohérent. Donc c'est 1000 hectares de champs, c'est 1000 hectares de forêt. Valentine a été missionnée par les autres propriétaires du domaine, c'est-à-dire ses 10 cousins, pour changer de cap, car le modèle agricole précédent ne fonctionnait plus. Valentine était écrivain, c'est ce qui l'animait. Dès 2013, elle entame l'aventure de la conversion du domaine vers des pratiques agricoles plus vertueuses. Donc en 2013, il y avait beaucoup de conditions qu'on m'a posées. Évidemment que j'acquière une formation, mais ça c'était pas un caprice, c'était une nécessité. Que je sois accompagnée techniquement, que je ne m'endette pas, je comprenais même pas l'allusion. Je me suis quand même endettée, j'ai déjà remboursé mes dettes, tout va bien de ce point de vue-là. Et donc, au bout d'un certain temps, il s'est agi d'installer quelqu'un sur place, puisqu'avant on fonctionnait avec des entrepreneurs de travaux agricoles, cas de figure assez classique. Mais il s'agissait de trouver quelqu'un qui pouvait s'enraciner un peu, sinon beaucoup, à la ferme de Chalmont, donc qui est au milieu de la plaine. Et ce qui est dingue, et là ça en dit beaucoup sur et notre société, et le bio, et la politique, enfin chacun analysera comme il voudra, quand il s'est agi de trouver ce chef de culture, je pensais que 500 hectares en bio, 50 bornes de Paris, il y aurait la queue. J'ai trouvé personne. J'ai dû employer un chasseur de tête, qui m'a dit « Mais j'ai compris pourquoi vous ne trouvez pas. Le salariat ne va pas avec le bio. » Vaste domaine de réflexion, on ne va pas développer là maintenant. Bref, la seule personne qui a relevé ce défi, ça a été celui qui a fait ma formation à la bergerie de Rambouillet. Donc Bruno Saillé, qu'on a célébré aujourd'hui, enfin on a célébré son départ hélas, puisque je savais lorsqu'il est arrivé que ça allait être une histoire limitée dans le temps, puisqu'au bout de 5 ans, il partirait, mais en assurant sa relève avec 2 frères qui sont maintenant bien installés, Aurélien et Quentin. Donc voilà l'aventure telle qu'elle a commencé. Il faut, je crois, sans cesse inventer pour vivre. Comme tu nous as demandé quelle est la graine qui a donné naissance à EU Farms, je vais quand même dire quelque chose qui remonte à vraiment très longtemps, mais qui je pense est totalement fondateur chez moi. Quand j'étais toute petite, donc je pense que j'avais 2-3 ans, j'ai été marquée par une campagne d'action contre la faim où on voyait des gens affamés en train de mourir, notamment des enfants. Et vraiment, je me suis fait une promesse à moi-même que je voulais plus que ça puisse arriver sur la Terre, parce que je trouvais ça trop terrible. Et donc j'ai vraiment cette envie de participer à toutes les formes d'agriculture qui permettent de nourrir les gens. Et ça, c'est vraiment chez moi, c'est ma vocation. Donc je pense que dans l'agroécologie, il y a vraiment, on le sent chez tous ceux qui deviennent paysans, une connexion très forte avec la nature et le vivant. Et en fait, à peu près à cette même époque, j'ai demandé à aller à l'école très tôt. Et la rentrée en maternelle était si terrible que j'avais déjà conscience à l'époque de l'inefficacité de l'enseignement, que j'ai demandé à ma mère à ne plus aller à l'école maternelle. Et donc, elle a accepté. Et donc, je ne suis rentrée à l'école qu'en CP. Et pendant les 3 années d'école maternelle, mes parents, parce qu'ils avaient confiance en moi, m'ont laissé grandir toute seule dans la rivière et dans le jardin. Et donc, c'est là que j'ai appris ce qui est le plus important pour moi et qui relève de la trame de solidarité qu'il y a dans le vivant. Et donc, ce que j'aime beaucoup dans EU Farms, c'est l'idée de se dire qu'en fait, par les temps qui courent, qui peuvent être vus comme dramatiques et sombres, c'est justement le fait de se réunir entre nous et de créer ces liens de vie et de solidarité qui vont faire qu'on va réussir à trouver les solutions. Voilà. Waouh! C'est du fond du cœur, hein, c'est oui, émotif. là. Hein. Pour revenir un petit peu à ce que tu as dit, Émilie, créer des liens dans cette toile du vivant, est-ce que l'un d'entre vous peut présenter la mission d'EU Farms et un peu les piliers clés qui vont permettre d'atteindre cette mission-là? Le premier but qu'on s'est fixé,
c'est donc de rendre possible ce programme Erasmus pour permettre donc à n'importe qui, en fait, de voyager pour aller apprendre auprès d'agriculteurs inspirés et qui ont la générosité de bien vouloir transmettre leur expérience. Donc ce programme-là, on s'est donné 2 ans pour le structurer, pour le préciser, parce que chaque ferme a sa spécificité. Il faudra qu'on fasse connaissance, il faudra voir quels sont les domaines d'excellence de chacun, comment est-ce qu'ils veulent partager, et puis aussi quelles sont les demandes de ceux qui veulent voyager pour apprendre. Donc tout ce programme-là, on s'est donné 2 ans. Après ça, quand ça va commencer à tourner, j'espère qu'on aura constitué justement ce réseau et qu'on aura compilé assez de données pour pouvoir être une voix politique et que c'est pas juste un truc à la marge, qu'il y a quelques allumés dans leur coin ou dans leur région lointaine qui ont fait des choses qui marchent peut-être, mais enfin qui ne peuvent pas être un modèle au-delà de chez eux. Précisément, on va essayer de présenter ça peut-être à Bruxelles, le vote de la prochaine PAC, parce qu'aujourd'hui, ces agricultures-là, donc cette agroécologie bio et à grande échelle, parce que c'est tout de même ça qui est l'enjeu nourricier et du paysage aussi, on pourrait le dire, n'est absolument pas considéré, n'a pas voix au chapitre. Donc ça peut paraître extrêmement prétentieux, on en est bien conscient, mais je pense qu'il faut viser la Lune pour atterrir sur la Terre, quoi. Très bien dit, et ça me va droit au cœur parce que l'école d'agroécologie voyageuse, c'était un peu ça en fait que j'ai voulu créer. Donc elle s'est arrêtée, mais il y a d'autres projets qui sont en germination, qui ressemblent beaucoup. Et donc tu parlais de cette agriculture à grande échelle. Est-ce que vous pourriez m'expliquer un petit peu les critères qui font qu'une ferme va pouvoir faire partie de ce réseau de fermes européennes en agroécologie ? Comme Michel, toi, ta ferme fera partie du réseau EU Farms. Elle répond aux critères, a priori. Donc, est-ce que tu peux peut-être nous donner des exemples, nous montrer par l'exemple comment ta ferme répond à ces critères ? Au départ, on a cherché ensemble, le groupe Cœur, comment nommer cette association, ce réseau, cette structure. Et on a eu plusieurs pistes et on a démarré dès le début sur le réseau des fermes en agroécologie biologique de grande taille. Donc le critère principal déjà, pour être reconnu, référencé et avoir un poids économique auprès de l'Europe, c'est d'avoir une certaine taille. Donc la taille est mesurée avec son activité, donc sa surface. Puisque en Europe, le critère principal, et d'ailleurs on le voit bien sur toutes les dernières PAC qu'on défilait, c'est la surface. Donc on voulait être représentatif par les surfaces et pas être marginalisé en disant c'est encore un groupe d'illuminés bio, ces petites fermes d'un hectare ou moins ou d'une paire d'hectares qui veulent tout révolutionner l'agriculture, qui pourront jamais nourrir la population d'une part, qui pèsent en rien dans l'activité économique, quoi. Donc la taille a été déjà prépondérante. On a dit malgré tout, on ne va pas boucler, verrouiller sur uniquement la taille et on pourra coopter toute taille des fermes qui pratiquent l'agriculture biologique, quoi. Donc on n'a pas verrouillé, quoi, hein. Deuxièmement, on était parti, ma ferme dans le temps, c'est très diversifié, avec une recherche d'autonomie complète, avec une multitude d'ateliers, et on a prouvé que sur notre modeste ferme qu'on pouvait diversifier énormément les activités sans s'y perdre. Et donc on a décidé qu'il y aurait au moins 2 ateliers de production sur les fermes adhérentes. Sur la ferme bio de Theix, où Michel s'est installé en 1984, la production principale était le lait. Puis, il y a eu une diversification en viande bovine de bœuf et de veau sous la mer. À la crise de la vache folle, en 1996, la ferme diminue la viande bovine et diversifie avec un atelier porc en Esseur, 50 truies, qui alimentaient toutes les porcheries du secteur. Puis la crise du bœuf s'est estompée, mais la filière porc s'est à nouveau écroulée. La ferme met alors en place une filière complète, naisseur, engraisseur et multiplicateur.
Plus tard, de nouveaux ateliers se développent. Poules pondeuses, poulets de chair et volailles de fête. Enfin, pour compléter le panel, le lapin de plein air s'ajoute à toutes ces activités. Tous ces animaux sont nourris par les céréales et prairies de la ferme. Par rapport à ça, on exploite 200 hectares et ces hectares servent à nourrir en priorité l'atelier bovin avec principalement de l'herbe et des céréales. On voulait quand même en priorité dans notre mission de nourrir la population, avoir des activités qui nourrissent directement l'humain. Donc on avait choisi de produire du blé panifiable pour faire de la farine. Et on a voulu, pareil, maîtriser la filière quasiment de A à Z en produisant de la farine. Donc on produit de la farine blanche T80 et T150 complète, quoi. À cela s'ajoute la production de pommes de terre et dès 2012, la ferme accueille une unité de méthanisation et a couvert les hangars de panneaux photovoltaïques pour autoconsommer et exporter l'électricité. Donc Michel a dit donc agriculture bio, une certaine superficie même si c'est pas totalement bloqué et un nombre d'ateliers, et on demande aussi qu'il y ait un atelier de transformation. Effectivement, la Michel l'a pas cité, mais ils ont une boucherie à la ferme et avec souvent une boutique à la ferme. Enfin là c'est le cas à la ferme bio de Tay. Et donc cet atelier de transformation permet en fait de garder un œil sur la qualité du produit depuis le champ jusqu'à l'assiette des gens qui viennent chercher à la ferme. Et en même temps de garder la valeur au sein de la ferme, et donc d'avoir un modèle économique performant. Voilà les critères. À ce stade, je vous propose d'écouter Perrine Bulgheroni, paysanne permacultrice et bien plus, qui fait également partie du groupe cœur du projet. J'ai pu l'interroger un peu plus tôt. Vous pourrez écouter son interview complète dans l'épisode 106. Moi, je suis Perrine, je suis une femme de plus de 50 ans maintenant. J'ai découvert l'un de mes grands amours, c'est-à-dire l'agriculture, il y a 20 ans maintenant. Franchement, si on m'avait dit avant ces 20 ans que je deviendrais paysanne et que j'aimerais ça, j'aurais beaucoup ri, je crois. J'aimais la nature, j'aimais beaucoup les animaux. Dans mon enfance, il y avait toutes ces dimensions-là dans ma vie, qui a un peu été après happée par le sport, par les études, par une vie professionnelle. Et puis j'ai découvert l'agriculture quasiment par hasard en fait. Et on avait cofondé avec mon ex-mari Charles la ferme du Bec et Loin. Et c'est une véritable histoire d'amour qui a commencé en fait. Et je me suis découvert ce que je ne savais pas avoir enseveli, c'est-à-dire une relation quasi charnelle avec le vivant. Alors le vivant c'est un terme un peu galvaudé aujourd'hui, mais avec la terre, avec les plantes, les animaux, les arbres, chaque brin d'herbe, chaque plante sauvage me parle entre guillemets. Et donc ça a été quelque chose comme de l'ordre d'une révélation, tandis qu'au tout début, tu vois, c'était la grosse blague, mais je mettais des gants pour faire du jardinage, quoi. Je voulais pas toucher la terre parce que c'était sale, etc. Et après, presque, voilà, j'aurais voulu l'embrasser, me rouler dedans, presque. Et non, ça, c'est quelque chose qui est devenu vital. Et donc, je m'estime comme étant une femme de terre. Que depuis 2 ans là, que je ne suis plus moi-même les mains dans la terre au quotidien, j'ai passé du temps à circuler dans pas mal de fermes, à aider des porteurs de projets qui soit étaient en difficulté, soit des gens installés qui avaient envie d'un petit coup de pouce technique ou d'un avis tout simplement. Et il y a un projet qui me tenait à cœur depuis longtemps pour être passé par l'installation et la gestion d'une ferme seule ou à deux. Parce que nous, on était en couple, avec des équipes, bien sûr. Mais c'est quand même une dynamique différente quand tu es propriétaire du lieu, que c'est toi, entre guillemets, le patron et que tu as une équipe. Je me suis toujours dit que pour des gens non issus du milieu agricole, comme nous l'étions, et comme la plupart des gens qui venaient se former chez nous l'été, l'idéal, ce serait de s'installer à plusieurs. Et de ce fait, depuis 2 ans, je fais, non pas germer parce qu'il est là depuis longtemps, mais j'essaye de passer du temps à faire émerger ce projet de système agraire solidaire. Et l'idée, c'est d'installer quelque part, j'espérais en Normandie, mais j'ai du mal à trouver des terres, donc d'installer quelque part un projet un peu pilote, un peu expérimental,
pour pouvoir l'étudier sous toutes ses coutures. Alors, tu me diras, des fermes collectives, aujourd'hui, il y en a plein en France, et c'est tant mieux. Depuis quelques années, il y a pas mal de projets qui se sont créés. Certains ont perduré, beaucoup ont achoppé. L'idée, c'est vraiment d'en étudier un et de dessiner tous les contours de quelque chose qui fonctionne. J'ai demandé à Perrine quel était le message le plus important qu'elle souhaitait partager concernant la philosophie d'EU Farms. Moi, je suis peut-être un peu plus sensible à la pluriculturalité de par mon passé, comme j'ai vécu à l'étranger, et le multiculturalisme et l'interculturalité, ça me parle énormément. Je crois que l'avantage d'un réseau européen, c'est aussi sa richesse d'aller voir comment l'agriculture ou l'agroécologie s'est développée dans d'autres pays, combien elle peut être différente et très très influencée par l'histoire agricole d'un pays. On parlait de l'Italie là, hier. L'Italie vraiment a gardé une petite agriculture familiale avec une vraie fierté attachée à un produit, le produit de la ville, etc. Et du coup, j'allais dire, les fondations même de cette petite agriculture paysanne sont restées, elles ne sont absolument pas remises en cause par la société. Et c'est hyper intéressant d'aller s'inspirer de pays qui ont vécu une histoire complètement différente pour voir non pas comment on ferait un copier-coller, on ne fera jamais la même chose en France que ce qui se passe en Italie, mais comment, par quelques aspects, on pourrait, créer des synergies ou s'inspirer de ce qui a été fait. Cet écosystème-là, il fonctionne. Pourquoi il fonctionne? On va l'étudier. Et ces caractéristiques, peut-être que certaines, on peut les importer chez nous, quoi. Est-ce que, Émilie, tu peux nous donner des exemples de fermes qui vont faire partie du réseau en Europe, puisque vous avez fait récemment un petit tour d'Europe ensemble, et vous avez été voir des super fermes. Alors effectivement, pour déposer le dossier Erasmus, il fallait créer un consortium qui rassemblait au moins 3 pays. On a choisi 5 pays, qui sont donc l'Italie, l'Autriche, l'Allemagne, la Belgique et la France. Et pour la ferme en Saint-Tropez dont tu parles, en fait, c'est une ferme que j'avais rencontrée en 2020 et à Berlin, et qui a été fondée par Benedikt Bösel, enfin par sa famille, et lui a repris après avoir été banquier pendant quelques années auparavant. Mais bon, ça sert toujours d'avoir été banquier avant. On t'arrive même à être président. Donc c'est une très grande ferme puisqu'il y a environ 3000 hectares, 2000 de forêt et 1000 de grandes cultures, et du maraîchage et de l'élevage, etc. Et en fait, Benedikt a appliqué les principes de la Saint-Tropez, que moi-même j'ai tenté d'appliquer à un moment au domaine du possible avec l'équipe sur une toute petite parcelle. Et j'ai déjà vu la complexité que c'était sur une petite parcelle. Mais alors là, c'est sur des champs de grande culture. Donc en fait, ça m'a donné l'occasion, je dirais presque inespérée, de voir ce que c'est qu'un paysage de Saint-Tropez sur des parcelles de 70 hectares, 100 hectares, avec les grandes cultures au milieu, avec une autonomie en termes de plants et de semences qui sont entièrement issues d'une parcelle de Saint-Tropez qui permet de créer ces plants et ces semences, avec certaines fois une pratique très manuelle, d'autres fois une tentative de user quand même de la mécanique pour arriver à gagner du temps sur ces grandes surfaces-là. Et en plus, il a même fait le truc que je rêvais de voir, c'est-à-dire une parcelle grande en Saint-Tropez et en key line design. Donc franchement, quand il te fait faire le tour de la ferme, bah, ça fait très plaisir. Et il a aussi, avec les conseils de Ernst Götsch, créé une parcelle, enfin plusieurs parcelles test en Saint-Tropez au sein de la forêt. Donc j'ai appris qu'en fait, à la guerre mondiale, l'Allemagne a eu comme dette de guerre de couper toutes ses forêts et de les livrer à la Russie. Donc ils ont tout planté en monoculture de pin. Et donc dans les sols dans lesquels ils sont, qui sont un peu comme au domaine de Courance, hein, d'ailleurs, très sableux, etc. Et donc c'est une ferme qui est un peu assez similaire à ici, parce qu'elle est très grande et à 1 heure de Berlin. Et donc j'ai vu, avec Valentine, on a pu visiter les parcelles de Saint-Tropez au cœur de la forêt, où il a tenté de régénérer la forêt en pratiquant en fait des coupes franches ou des coupes, on va dire, pas franches, et en semant des forêts dans la forêt pour arriver à reconstituer une forêt diversifiée. Et alors le truc le plus incroyable, le nec plus ultra, mais là on n'a même pas raconté un quart de ce qui se fait là-bas, mais le truc qui m'a complètement séduite, c'est le fait qu'il a trouvé des financements pour tout monitorer au niveau scientifique, au niveau économique.
Et quand on est allé, il y avait des gens avec des outils GPS en train de mesurer le taux d'humidité, la vie dans le sol, le carbone dans le sol, les oiseaux, les nichoirs, etc., etc. Donc une approche très mesurée et très complexe. Et je dirais que ça illustre aussi notre souhait dans le groupe cœur d'EU Farms de vraiment faire des liens avec la science. Parce qu'en fait, on veut rendre visibles les initiatives de l'agroécologie qui montrent que, bien entendu, que l'agriculture bio en agroécologie est la seule voie possible, viable et enviable. Mais surtout, ça marche et c'est scientifiquement prouvé. Donc en fait, on veut faire une preuve irréfutable. L'IDRI, l'Institut du développement durable et des relations internationales, a imaginé le scénario 10 Years for Agroecology, qui montre qu'il est possible de faire transiter l'Europe vers l'agroécologie biologique. Quand Émilie était au domaine du possible, elle a coédité la version grand public du livre « Demain, une Europe agroécologique », qui est le livre blanc, en quelque sorte, d'EU Farms, et un laissez-passer scientifique qui montre que cela fonctionne sur le terrain, avec des exemples à la clé sur toutes les tailles de ferme. Et alors, moi ce que je trouve très important et qu'on n'a pas réussi à mettre en place à l'école d'agroécologie voyageuse et qu'on aurait aimé mettre en place, c'est cette idée pour des personnes qui souhaitent apprendre l'agroécologie, de voyager dans des fermes, d'apprendre avec des pionniers qui seront rémunérés pour leur travail, et ça c'est très nouveau. C'est-à-dire les woofers voyagent normalement à leurs frais, les agriculteurs qui les accueillent, c'est également gratuit, donc les deux seront désormais, nous l'espérons, rémunérés pour leur curiosité et pour leur générosité, si tu veux. C'est vrai que quand par exemple j'ai découvert la ferme de Michel, quand il nous l'a présenté en visio, franchement j'étais sciée quoi. Je me suis dit bon, une expérience comme ça, que je connaissais pas alors que ça fait 30 ans que je traîne mes bottes dans l'agriculture bio, comment ça se fait que je la connaissais pas? Comment ça se fait que tant de gens ne la connaissent pas? Donc ça c'est la première question qui m'a quand même vraiment interpellée. Et ensuite quand on est allé sur place, tu vois Michel, c'est l'expert mondial de l'agroécologie que je connais le plus expert. Il maîtrise tous les ateliers de A à Z, en partant de la biodiversité à la gestion, à la comptabilité. Il a été un des premiers à faire rentrer un ordinateur pour faire la comptabilité de dans sa ferme. Et plus la méthanisation, l'énergie, etc. Donc en fait, il est totalement normal et il est grand temps que les pionniers du bio comme ça soient considérés comme des experts, payés au prix d'experts, pour enseigner et transmettre. On remet les choses dans l'ordre. Merci. Parlons très concrètement de Soussou. Quel sera le modèle économique de ce projet? La question qui tue, ça. Le suspense ne va pas durer. On a présenté un projet. On va savoir au mois de juillet, je crois, si l'Europe en aura reconnu la pertinence, et je n'ose pas imaginer qu'il en soit autrement. À ce moment-là, on aura des fonds européens. Des fonds européens, je crois qu'on espère 300 000, lisant les chiffres, qui vont nous permettre de mettre en musique, si tu veux, ce programme, comme un catalogue. Tu es intéressé par la syntropie, ben voilà, il y a telle ferme qui peut te montrer et te faire partager, te former à ça. Mais tout ça, c'est encore là, je veux dire, on a créé ce consortium pour commencer, mais maintenant il va falloir détailler les capacités de chacun, les besoins aussi, les uns et les autres. Donc on a 2 ans pour mettre ce programme Erasmus en musique et on dépend donc évidemment de l'Europe. Mais si elle nous suit, si elle nous soutient, on n'aura pas besoin de plus pour le moment. Donc je veux bien compléter aussi en disant que pour amorcer le projet, en fait, il y a une fondation, la fondation Doumoro, qui a accepté de nous financer sur une enveloppe assez conséquente sur les 2 premières années du projet. Qu'on est en train de chercher d'autres fondations ou d'autres mécènes, grands mécènes qui auraient envie de nous soutenir. Parce qu'effectivement, tout ça, ça se fait avec des moyens. C'est quand même le nerf de la guerre. Et justement, si on veut être juste par rapport aux agriculteurs et arrêter de leur demander de faire du bénévolat, alors qu'ils font déjà beaucoup de travail, pas forcément rémunéré, il faut qu'on soit soutenu. Mais dans le modèle économique à long terme, il est aussi important qu'on arrive à avoir une autonomie financière qui peut venir des adhésions. Bon, ça sera jamais un énorme montant parce qu'on a fait des adhésions assez
faible pour permettre à tout le monde, que ce soit pas un frein à l'engagement et pour permettre à tout le monde d'adhérer. Mais on va justement réfléchir aussi à tout ce qui est le coaching, la formation, le conseil, le mentorat que ces agriculteurs pourront faire pour des fermes qui voudraient ou des organismes de formation, de recherche qui auraient envie et besoin d'utiliser les connaissances des agriculteurs du réseau. EU Farms, c'est un réseau européen de fermes d'apprentissage entre pairs. Et ce n'est pas uniquement des apprenants qui vont voyager de ferme en ferme. Les mobilités Erasmus varient de 2 jours à 1 an, en individuel ou en collectif, de l'apprentissage à la formation continue, permettant aussi bien aux jeunes apprenants qu'aux agriculteurs d'apprendre en voyageant. EU Farms se propose comme une plateforme qui met en lien les fermes qui ont envie d'accueillir, les paysans et paysannes qui souhaitent se déplacer et les porteurs de projets agricoles. Et donc on va devoir faire, évidemment, c'est comme dans l'ensemble des choses du vivant, on va devoir personnaliser. Ça va dépendre du contexte de chaque ferme et de chaque apprenant. Et en fait, ça va être notre rôle d'arriver à faire que ça soit tout à fait en synergie et adapté à chaque cas. Voilà, j'ai vraiment l'impression que tu parles de l'école d'agroécologie voyageuse. En plus, on avait imaginé, parce qu'on avait 3... Du coup, je me permets d'expliquer ce qu'on avait fait, parce qu'on avait 3 programmes. Un programme forêt, qui était pour les jeunes en promo. Un programme sève, qui était individualisé, sans l'aspect promo collectif. Et on voulait imaginer un programme champ pour les paysans qui voulaient souffler, quitter leur ferme pendant une semaine et aller voyager dans les fermes et apprendre avec leur père. Donc c'est trop bien. Ça rejoint. Oui, et en fait, Opaline, c'est pour ça que je trouve ça très chouette qu'on ait ce temps ensemble en ce moment. Parce que nos tout petits 10% d'agriculteurs bio, on a à tout prix besoin d'être en synergie et de vraiment se donner la main et sortir totalement des guerres de chapelle qui peuvent exister malheureusement encore parfois. Et je pense, c'est pour ça aussi que vraiment l'échelle européenne nous tient à cœur. Parce qu'en fait, en voyant les choses à l'échelle européenne, on sort des enjeux nationaux et ça permet d'être beaucoup plus créatif et beaucoup plus détendu. Et donc, en tout cas, je suis très contente si on peut travailler ensemble. Est-ce qu'il y a une manière pour les gens qui nous écoutent de vous soutenir ? Alors, il y a plusieurs manières de nous soutenir. La première, c'est éventuellement pour ceux qui se reconnaissent et qui ont envie d'adhérer. Et donc, il n'y a pas que des adhérents fermes. Il peut y avoir des adhérents qui sont des coopératives de fermes, ça nous a déjà été demandé, ou des chercheurs, des étudiants, enfin voilà. Donc tous ceux qui ont envie d'adhérer sur notre site, eufarms.net, il y a un onglet « Nous rejoindre » ou quelque chose comme ça. Et donc là, vous avez le formulaire d'adhésion. Et en fait, le groupe cœur se réunit une fois par mois et à ce moment-là, valide les demandes d'adhésion. Donc ça, c'est un premier moyen. Et en fait, nous rejoindre, c'est toujours ce qui nous fait du baume au cœur et qui crée la dynamique du réseau. Après, si jamais vous êtes mécène, vous pouvez nous soutenir. Et le troisième moyen, j'ai oublié. De diffuser ce podcast. Voilà. Merci Opaline. Donc c'était de s'abonner à nos réseaux. Nous on communique surtout sur LinkedIn et on a une chaîne YouTube. Et donc voilà, soutenir, relayer, liker comme on dit. C'est vraiment important aussi. Parce que c'est ça qui nous permet de voir que nos initiatives de mise en lumière de l'agroécologie en fait font plaisir et enthousiasment les gens. Et c'est ça qui nous donne notre raison d'être. Et donc je tiens à vous remercier parce que c'est le premier épisode qui me rémunère. Parce que la mise en lumière d'EU Farms me permet de faire ce que j'aime en étant rémunéré pour cet épisode. Puisque pour l'instant, c'est principalement des petits dons que je reçois qui me permettent de payer mes frais de déplacement, de payer du matériel. Et là, je commence à entrevoir de pouvoir vivre de ce podcast un petit peu plus que... Formidable, ça me fait extrêmement plaisir qu'enfin les choses soient un peu justes. Ça n'est que le début. Eh ben merci à toutes et tous. Merci Opaline. Merci Opaline. Alors, comment vous sentez-vous après avoir écouté cet épisode ? Je vous invite à prendre juste un petit moment pour ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Si vous souhaitez m'encourager à continuer à développer mon travail, vous pouvez me soutenir sur mon Tipeee Agroécologie Voyageuse.
Une autre manière de me soutenir est de mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et laisser un petit commentaire. Vous pouvez aussi partager cet épisode à 3 personnes qui pourraient être intéressées par ce sujet et suivre le podcast Agroécologie Voyageuse sur Instagram. Si vous souhaitez être tenu informé de la sortie des prochains épisodes, je vous invite à vous inscrire à ma lettre d'inspiration agroécologique, le mycélien. Tous les liens sont dans la description du podcast. Prenez bien soin de vous et surtout, n'oubliez pas, ne soyez pas expert, soyez vers de terre.